Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au comité plénier public du 8 décembre 2022. Il est 15h30. Nous sommes à l'arrondissement de Florimont. Donc, la séance est maintenant ouverte. Tout le monde a reçu l'avis de convocation. Au niveau de l'ordre du jour, je crois qu'il n'y a aucun point à retirer ni à ajouter. Ça vous va, tout le monde? Oui, d'accord. Donc, on va continuer avec le dossier 5.1, service des sports, de la culture, de la vie communautaire. On a avec nous deux personnes aujourd'hui, donc Anne-Jannick Lépine et aussi Geneviève Mathieu. Donc, bienvenue à vous deux. Et vous allez nous parler dans un premier temps des aides financières 2023 aux organismes culturels admis au programme de soutien pour l'arrondissement. Donc, à vous la parole. Je ne sais pas laquelle des deux prend la parole. Je peux ouvrir mon micro, c'est bon? Alors, Désolée. merci. Alors, bonjour à vous tous. Je vais laisser la parole à Geneviève Mathieu, qui a juste fait que ça encore récemment était répondante des organismes de compétences d'accompagnement en plein droit. Elle va donc nous expliquer en quoi consiste les aides financières de 2023. Parfait. Alors, bonjour, merci de l'invitation. Alors, au niveau des organismes de proximité pour l'arrondissement Florimont, on parle des artistes du Parvis et des productions Théâtre Le Double Tranchant. Je vais essayer de faire une histoire courte. En fin de compte, c'est que la démarche aujourd'hui, c'est qu'on est venu, en fin de compte, changer le programme de financement au sein de ces deux organismes-là afin de s'arrimer à toute la démarche de refonte qui a été faite, qui a été entamée à partir de 2015. Alors, ça fait déjà quelques temps. Donc, l'idée, évidemment, c'est d'avoir, en fin de compte, une offre financière à nos organismes qui est équitable, peu importe l'arrondissement. Puis aussi, c'est de faire en sorte là, d'assumer, en fin de compte, notre rôle, parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, on avait plutôt un organisme qui était comme intermédiaire entre la ville et ces deux organismes-là, qui étaient le GAF. Donc là, à partir de 2015, l'idée était que, évidemment, la division de la culture reprenait, en fin de compte, son rôle, en fin de compte, de venir soutenir les organismes. Donc, dans ce contexte-là, à cause de l'historique, depuis 2015, les artistes du Parvis et les productions Double Tranchant recevaient une aide financière, en fin de compte. Malheureusement, ce que ça leur limitait, c'est que à la division de la culture, il y a deux programmes de financement auprès de nos organismes qui reçoivent, en fin de compte, au programme à la vie associative. Il y a un programme qui s'appelle d'aide à la diffusion et un programme d'aide au loyer. Malheureusement, ces deux organismes-là, étant donné qu'ils recevaient une aide financière, n'avaient pas accès à ces deux programmes-là. Donc, cette année, je suis en fin de compte allée rencontrer les membres du CA de chacun de ces organismes-là pour leur expliquer un peu la démarche, leur disant qu'on leur proposait en fin de compte de venir basculer au sein du programme à la vie associative afin de s'arrimer avec l'ensemble des autres organismes de la même nature que eux. Et que l'avantage qu'ils avaient, en fin de compte, à faire cette démarche-là, évidemment, était d'avoir accès à ces deux programmes-là. Donc, on s'aperçoit qu'en fin de compte que pour les artistes du Parvis, il y avait très, très peu de changements. Même que pour cette année et l'année prochaine, l'argent qu'on va octroyer en fin de compte aux artistes du Parvis va être de 618 et supérieur à l'aide financière de 595 qu'on leur donnait. Alors, pour eux, ils avaient vraiment tout avantage à embarquer dans ce système-là. C'est même plus généreux. Alors, ça allait bien. Au niveau des productions double tranchant, c'est un peu plus complexe. Il y a vraiment une différence au niveau monétaire, au niveau des organismes. Donc là, à ce moment-là, c'était de voir un peu, on est allé en fin de compte dans leur budget. On est allé voir leurs dépenses, à quoi servaient les dépenses et on se rendait compte qu'effectivement, c'est des dépenses de location de salle. Donc, notre programme d'aide à la diffusion. Et ça faisait en sorte que notre programme, il est généreux. On paye 100 de la salle et en plus, on paye jusqu'à 30 heures de service d'un technicien
de son ou d'éclairage. Alors, ils étaient encore plus avantages, il y avait beaucoup plus d'avantages en fin de compte à être là-dessus. Donc aussi, Production Double Tranchant va se voir octroyer une aide à la vie associative de 618 et aura accès en fin de compte aux deux programmes d'aide à la diffusion et aide au loyer. Donc ça a été bien expliqué à chacun des membres du CA et ça a été accepté par les membres du CA. Donc, c'est la proposition qui est faite aujourd'hui. C'est l'explication que je vous amène aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, si on les croise, là, ils vont nous dire qu'ils sont à l'aise avec les changements. Là. OK, parfait. Bien, merci beaucoup. Ce qui nous permettrait de passer au point suivant, là, qui était le bilan 2022 de la brise culturelle. Alors, encore un nouveau, je laisse à Geneviève là-dessus. excuse-moi, chère Angélique. Alors, je vais vous partager mon écran. Vous avez reçu la documentation, mais pour les gens, là, je l'ai vraiment beaucoup plus grosse. Je pense que ça va être plus intéressant de la regarder comme ça ensemble. Alors, évidemment, c'est le retour pour la 3e année. On se rappelle que ça a débuté en 2020 dans le cadre de la pandémie. Donc, la première initiative en 2020 a surtout été chapeautée par la division de la culture, par la ville, en fin de compte. La 2e édition, on a fait affaire avec nos centres culturels d'arrondissement et on a poursuivi cette année aussi avec nos centres culturels d'arrondissement parce que c'est très gagnant de travailler avec eux. Alors, pour votre secteur, évidemment, c'est l'organisme GAF, donc sous le nom usuel Centre culturel Le Parvis, qui s'est occupé de cette offre de programmation-là. Alors, je vous présente un peu, c'est vraiment un document sommaire. Donc, il est toujours possible aussi de demander auprès de l'équipe du Centre culturel Le Parvis d'avoir leur rapport à eux. Là. Donc, ça aussi, c'est disponible si vous le souhaitez. Donc, je fais ça sommairement. Alors, 9 lieux. Donc, au sein de votre arrondissement de Florimont. Donc, il y a une petite erreur dans mon show, c'est vraiment arrondissement de Florimont. On ne devrait pas voir Brompton, Roquefort et Saint-Élie. Toutes mes excuses. Donc, on a vraiment 9 lieux au niveau des lieux de prestation, en fin de compte, artistiques. Là, donc, ce sont les lieux qui ont été là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu aussi une collaboration là, au niveau des commerces. Donc, la placette Kin S aussi là, a été animée là, avec les activités. Ça s'est déroulé du 26 juin au 18 septembre. Il y a eu 12 prestations, 27 artistes, 586 spectateurs avec une moyenne de 48 spectateurs. Les gens ont été au rendez-vous et vous voyez l'ambiance que c'est. On apporte notre chaise, on s'installe, il y a une prestation musicale, il y a une prestation des fois juste lyrique, donc c'est très varié. Lorsqu'il a plu, c'est pour ça que vous avez des images intérieures qui sont au centre Le Parvis parce que c'est une journée qui a plu. Donc, ce qui est intéressant avec le centre culturel Le Parvis, c'est qu'en cas de pluie, on peut en fin de compte transférer l'événement à l'intérieur et quand même poursuivre l'offre. Mais l'offre initiale de la brise culturelle, on se rappelle, on anime nos lieux, nos parcs. Donc, c'est vraiment intéressant de voir l'ensemble. Et on voit aussi des petites images de la placette. Pardon. Ce qui est intéressant, il y a eu des collaborations avec Entreprendre Sherbrooke et il y a eu aussi des collaborations avec la radio communautaire C'est Félix. La radio communautaire C'est Félix, son rôle, en fin de compte, c'est de prendre en compte la programmation, d'inviter des artistes qui ont fait la brise, de faire des entrevues et aussi de faire des prestations. Et évidemment, ils font la promotion via le média radio de tout ce qu'il y a au niveau de la programmation de la brise culturelle. Je ne vous vois pas, fait que s'il y a des questionnements, juste de m'interrompre. Au niveau du budget et des recommandations, on voit que la répartition du budget, 51 est allé au cachet des artistes. J'aurais tendance à inclure aussi le 38 le service que le Centre du Parvis a offert en fin de compte aux artistes, et ça a été un élément très apprécié, c'est que justement, il y avait un technicien. Il y avait un technicien qui était là, qui s'assurait que le son, tout allait fonctionner. Ça a vraiment été un soutien, donc un stress de moins parce qu'initialement, on demande aux artistes d'être suffisants par eux-mêmes, de
se donner eux-mêmes la technique, mais le Centre Épervier, dans un souci de qualité, dans un souci de service, a voulu, en fin de compte, soutenir les artistes à ce moment-là en contribuant, en mettant la ressource technicien là, à leur disposition. Et il y a 11 au niveau de la coordination. Donc, vous voyez un peu le budget. On voit que le Pervis, pour équilibrer son budget, là, a investi lui aussi 438 dans le cadre de la prise. On y va avec les bons coups et les idées pour 2022. Les bons coups, donc, comme je disais, avoir fourni ce fameux technicien en sonorisation, avoir fourni des chaises pliantes parce que les citoyens, des fois, l'apprenaient en allant promener le chien, par exemple, ou en allant jouer, en amenant les enfants dans le parc. Ah! Il y a un musicien, il y a quelque chose. Donc, il y avait des chaises pliantes qui étaient fournies. Le partenariat, évidemment, avec la Placette. Et je pense que ça, c'est vraiment unanime pour l'ensemble des centres culturels d'arrondissement. Et le Parvis leur a fait ressortir, c'est de faire connaître le centre culturel d'arrondissement. Donc, les gens connaissent la salle de spectacle, mais de faire tout connaître les artistes, faire connaître aussi c'est quoi l'organisme, qu'est-ce qu'il est. Ben, en fin de compte, c'est une façon dans les parcs d'aller rencontrer, d'être à la rencontre des gens qui, normalement, ne viennent pas assister au spectacle dans le centre culturel. Donc, les bons coups aussi, c'est d'avoir cette fameuse liste. Donc, on se rappelle qu'en début d'année, la Ville, on fait un appel aux artistes. Donc, il y a une diffusion qui est faite. Les artistes sont invités sur notre site Internet à venir inscrire leurs coordonnées, à venir présenter, en fin de compte, leur offre artistique. Donc, ça a été intéressant. Le Pervis a bien apprécié ça. Et évidemment, nouveauté cette année, parce que les 2 années précédentes, ce n'était pas possible de faire autant de promotions parce que les mesures sanitaires et les décrets du gouvernement nous empêchaient de le faire. Là, cette année, on est allé à la totale. Donc, ça a été vraiment intéressant, la promotion. Enfin, on a pu faire de la promotion sur les différents réseaux, sur la ville de Sherbrooke, aussi sur le site Internet de la ville de Sherbrooke. Est-ce que j'avais quelqu'un qui voulait intervenir? Ça va? Oui. Ça va, je peux poursuivre. Des idées. Donc, on doit, en fin de compte, on veut, en fin de compte, on veut confirmer beaucoup plus rapidement. On souhaite confirmer beaucoup plus rapidement l'accès au lieu. Il y a toute une démarche, il y a une procédure là, qui doit être mise en place là, pour justement réserver les lieux. Il y a évidemment des éléments de priorité. Là, donc, les gros événements ont priorité, évidemment. Les camps de jour ont priorité aussi. Donc, après ça, là, ben, on va essayer d'enclencher cette année le processus beaucoup plus tôt de confirmation des lieux, ce qui va permettre, vous comprenez, de venir signer les artistes, d'établir la programmation et de commencer la promotion. Il y avait aussi un enjeu, des fois, ils se sont présentés dans certains parcs et ben, il y avait une tonte de gazon qui n'avait pas été faite. Donc, on va s'assurer, en fin de compte, de cette communication-là. Il y avait un souhait, en fin de compte, de réduire le nombre d'intervenants à la ville. Je peux vous dire qu'on l'a très bien entendu. Donc, on est en train de travailler là-dessus, justement, là, pour que ça soit le plus simple possible, d'autant plus que à partir de l'année prochaine, ce qu'on veut, en fin de compte, c'est que ça soit intégré dans le contrat de gestion. Donc, on va insérer la brise, ça va leur donner plus de liberté, plus d'autonomie à ce moment-là. Donc, c'est une des raisons là, qui va permettre justement de réduire le nombre d'intervenants. Au niveau du calendrier du site web de la Ville, on doit fonctionner avec ce qu'on a. C'est un cadre qui est limitatif. Le commentaire était que c'est peut-être pas très de façon intuitive. On se rappelle que notre site Internet, c'est quand même plusieurs années et que maintenant, avec toutes les applications, les web, le téléphone, on s'aperçoit que les sites plus récents sont plus intuitifs. On est capable de faire une recherche par le lieu. On est capable de taper brise proche de moi. Ça va le répondre, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette année, pour la première fois, on a fait ce qu'on appelle de la promotion ciblée. Donc, les gens qui étaient dans le secteur de Fleurimont recevaient une notification Facebook qui disait « Dans les prochains jours, vous allez avoir quelque chose qui se passe sur votre territoire ». Donc, ça, c'était tout nouveau, mais on aurait, je pense, avantage à le travailler. Après ça, on s'est rendu compte qu'effectivement, un même artiste se retrouvait à refaire la même prestation d'un endroit à l'autre
je vous dirais que personnellement, pour moi, c'est pas de problème là, qu'un artiste va se promouvoir dans l'arrondissement des Nations, secteur Jacques-Cartier, une semaine après dans l'arrondissement des Nations, secteur Belvédère, à Fleurimont, à Lennoxville, à Bromptonville, à Rock-Forest, à Deauville ou à Saint-Élie. Pour moi, peut-être que les gens vont commencer à voyager, tant mieux, là, si la brise fait que les gens se déplacent dans la ville de Sherbrooke pour aller rencontrer les prestations. Mais pour moi, un artiste qui se promue plus d'une fois dans le cadre de la brise, c'est intéressant. Mais effectivement, on tend peut-être à avoir une variété. Puis évidemment, de commencer la promotion plus tôt l'année passée, on avait été un petit peu bloqué là-dessus. Donc, c'est la présentation de la brise. Un petit élément qu'on ne retrouve pas, toute nouveauté qui s'est discutée la semaine dernière. Il y a dans l'arrondissement Fleurimont, donc en discutant avec mon collègue Stéphane Bilodeau, que vous connaissez, il y a vraiment un souhait de fête de quartier. Donc, de revenir à un format plus petit, un format plus de proximité. On parle de fête étalée durant toute l'année, pas nécessairement concentrée aussi. Donc, durant la période estivale, il y a déjà eu, en fin de compte, on a déjà fait un premier contact avec l'équipe du Parvis. Donc, oui, il y a un souhait de collaboration. Ça veut dire qu'effectivement, si durant la période de la brise, on parle du 25 juin au 30 septembre, s'il y a des fêtes de quartier, effectivement, l'équipe du Parvis va collaborer, en fin de compte, à venir, en fin de compte, à prêter un artiste, donc sans demander à financer supplémentaire. Donc, de mettre les deux budgets ensemble. Le budget de la fête de quartier puis le budget culturel vont aller ensemble. Tout le monde va être gagnant, les artistes vont être gagnants, le citoyen va être gagnant et verront peut-être qu'à la limite, peut-être que l'équipe du Parvis aura le goût, eux aussi, d'être coordonnateurs puis carrément s'occuper d'une fête de quartier. On verra les échanges, mais je vous confirme, en fin de compte, on a eu un gros oui, des yeux brillants dans les yeux de Gabrielle, si vous connaissez Gabrielle Dupuis. Elle a fait ben oui, certain, certain. Donc, on est bien content d'y avoir des belles collaborations avec les fêtes de quartier. Parfait. Maintenant, j'aurais Mme Letarc-Lavoie qui voudrait poser une question et après, il y aura Mme Belle-Rose. Oui, merci pour la présentation. J'avais quelques questions par rapport à l'approbation des lieux. Est-ce que vous avez un peu les chiffres, là, quel lieu a mieux fonctionné? Est-ce qu'il y a des endroits où vous ne voyez pas vraiment les gens? Est-ce que vous vouliez rajouter ou enlever des lieux? Fait que j'avais un petit peu, c'était quoi l'état là, par rapport à ça? Pour le calendrier, vous avez parlé d'être peut-être plus intuitif. Est-ce que vous étiez en lien aussi avec le déploiement là, du portail citoyen qui va venir cette année avec le Mont Sherbrooke? Il y aura peut-être des liens à faire si on peut aller cibler. Mais je pense que, je ne sais pas si vous êtes déjà en lien avec ces équipes-là. Puis, ma dernière question, c'était, j'ai vu que le budget là, pour la ville restait autour de 100 000. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va rester dans le même budget pour Clermont à 10 000? Ça va rester la même chose? Oui, ça resterait à peu près la même. Je ne vais pas écouter Geneviève, je n'avais pas fait une question que je t'avais salue. Pour le budget, ils ont été statués avec l'accord des CCA. Les CCA ont dit que nous, pour ce qu'on expérimentait en 2022, on est confortable en 2023. Et au besoin, là, si on touche les fêtes de quartier, on voit qu'on a besoin de plus aussi, mais on verra aussi comment on peut les soutenir en cours de l'année. Et on est dans le même budget, dans la même registre. Parfait, merci. Madame Il y avait des vacances pour les deux autres. C'est sûr que les statistiques par milieu, là, comme Mme Dupuis parle des livres en ce moment, est-ce que Geneviève te les données? Oui, j'ai les données. Actuellement, ce que je vois, là, c'est quand même vraiment très intéressant. On voit que, je pense que c'était le spectacle le plus petit, là, à 26 personnes, c'était à la place Kin-S. Je ne crois pas qu'il y avait vraiment des lieux. Gabrielle ne m'a pas ciblé des lieux qui n'étaient pas intéressants. On voit là, que c'était vraiment très agréable. Même qu'au niveau de la placette, même si c'est plus petit, il y a quand même eu 3 prestations qui ont été faites, 2 prestations à Édouard Boudreau, le reste, une prestation. Donc, ça a été vraiment très populaire. Là, je vous dirais là, que c'est vraiment intéressant là, au niveau de la programmation. Donc, il n'y a pas. Évidemment, on va toujours aller dans les lieux où il y a une présence électricité là, parce que c'est comme un incontournable. Donc, il y a des lieux qui, effectivement, parce qu'il n'y a pas d'électricité, on ne va pas là parce que
on ne se le cachera pas, majoritairement, les disciplines, c'est de la musique. Donc, souvent, on a besoin d'un amplificateur, on a besoin de travailler ce côté-là, mais il y a ou d'autres sortes de produits qui sont là. Mais effectivement, on essaie là, de se répartir vraiment sur le territoire. Le deuxième point, évidemment, le lien avec l'éventuel site Internet pour le citoyen. Donc, la démarche qui a été faite actuellement cette année, on est ce qu'on appelle dans une démarche temporaire. Donc, ce que le service des communications a fait pour nous, c'est que la programmation a été insérée dans le calendrier des événements qu'on a sur notre site Internet. À la page d'ouverture de la ville de Sherbrooke, il y avait un bouton brise culturelle. Les gens pouvaient cliquer et ça faisait un pré-filtrage de l'ensemble des prestations. Par la suite, bien évidemment, notre site Internet, c'est un site qu'il faut cliquer. Puis bon, on sait que les gens cliquer à un moment donné sont. on connaît un peu le principe. Bien là, ils doivent cliquer, ils doivent sélectionner leur arrondissement ou leur secteur. Puis là, bien, ils doivent cliquer plusieurs fois pour arriver vraiment à identifier qu'est-ce qui est proche de moi. Évidemment, on souhaite, évidemment, avec la nouvelle plateforme, d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus intuitif en disant je suis sur telle rue, proche de tel parc, qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Je sais que c'est ça qu'on souhaite à la longue répondre au niveau du citoyen. Mais pour l'instant, en attendant que cette démarche-là soit mise en place, là, on a essayé d'utiliser les outils qu'on avait en main puis, pour essayer de mousser cette promotion-là. Puis aussi, le réseau, en fin de compte, parce que les centres culturels d'arrondissement ont un réseau, ils ont un Facebook. Eux, ils relaient toute l'information par rapport à toute leur activité et de plus en plus de gens là, sont membres, en fin de compte, de leur page. Il y a comme une invitation, une espèce de promotion commune de l'ensemble de nos 6 CCA. Donc, ça aussi, ça vient aider, puis ça va venir. Mais effectivement, on a travaillé au niveau de la promotion, mais on va fonctionner de façon intermédiaire en attendant que notre site citoyen Donc, arrive. merci. Peut-être un peu plus brièvement, si possible, là, parce que le temps file. Donc, Mme Belrose, vos questions. Oui, merci. Bien, une de mes questions, c'est justement par rapport à la possibilité d'allouer des spectacles avec les fêtes. Moi, dans mon district, j'ai Argentin-Fleury, qui est une brise culturelle. Je me dis, il n'y a pas de fête de quartier, par contre. Il y aura une fête de voisinage. Ça peut être intéressant parce que ce n'est pas des fêtes qui ont un énorme budget. C'est le fait de mettre la même date. Je pense que ça peut être gagnant-gagnant, autant pour la fête que pour la brise, d'avoir plus de participants, finalement. Puis, c'est ça, je ne sais pas, après ça aussi, il y a une volonté d'étendre les lieux, justement, de venir à la fête de quartier ou, par exemple, au parc Curie. Mais en tout cas, ça sera à suivre. Puis, non, je me demandais la variété selon les clientèles, s'il y avait comme un choix, autant jeunesse, ados, personnes âgées, DAT, si on a touché toutes les clientèles avec l'offre de spectacle. J'ai pas en fin de compte, l'arrimage avec les fêtes de quartier, on va vraiment s'assurer qu'il y a vraiment un arrimage, Stéphane et moi, là, donc il y a vraiment une communication, puis de voir un peu comment Gabriel, avec son équipe du Parvis, là, va faire en sorte qu'on y va. Là. Puis oui, effectivement, on pourrait descendre aux fêtes de voisinage, là, parce que c'est vraiment ça, je pense, l'intention. Concernant la description de la clientèle, je l'ai de façon macro. Je ne l'ai pas de façon spécifique à chacun des CCA. Gabriel ne me l'a pas tant spécifié dans son rapport, mais de façon macro, on retrouve effectivement, là, on touche à l'ensemble de la population. Je vous dirais peut-être qu'on touche moins, c'est l'adolescence au niveau. Mais il y a des pistes de solutions. Donc, est-ce qu'on devrait peut-être s'associer avec le MELS? C'est l'intention avec les fêtes de quartier. Donc, j'ai l'impression que l'année prochaine, on va aller rejoindre une clientèle adolescente à cause de l'implication du MELS dans les cadres des fêtes de quartier. Donc, ça, je pense que ça s'en vient. Je sais qu'il y a des alliances avec l'Alliance Sherbrookoise, puis évidemment avec Loisirs Fleury-Est. Donc, je pense qu'on vient vraiment toucher tout le monde. Dans les images, je ne sais pas si vous vous rappelez, on voyait beaucoup adultes, personnes âgées et familles avec jeunes enfants. Là. Merci. Moi, j'avais une question, peut-être ça va être plus Madame Despines. Dans le sommaire décisionnel, je voyais que c'est
un projet, la brise culturelle, qui a une enveloppe de 100 000 si ma mémoire est bonne. Puis je trouvais ça surprenant que Fleurimont, qu'on s'accapare seulement 10 du budget avec quelque chose comme 10 000 je me disais, si c'était réparti équitablement au pourcentage de la population, il me semble qu'on devrait avoir un budget un petit peu plus gros. Ça peut sembler que l'échelle de calcul n'est pas écoutée par de la population. Elle est complètement des espaces permettant de recevoir donc, on pense souvent qu'on de plus de population, on va avoir plus d'argent. Mais c'était concernant un match, mais pas toujours de toute façon-là. Ce qui fait que aussi, parce que nous, on en discute avec chacun des CCA. Et c'est Gabriel, parce qu'il va arriver que les CCA, ils ont des financements en appui. Ils ont d'autres types de financement, parce qu'il ne faut pas oublier que Fleurimont a un avantage, Gabriel, que les autres n'ont pas. C'est qu'elle a l'enveloppe dédiée à la démocratisation de la culture. S'il vous plaît, j'ai de la misère à rentrer. Oui, une enveloppe de 10 000 de la démocratisation de la culture, c'est que les autres n'ont pas. Ce qui fait que, au contraire, vous êtes très avantagés sur le territoire parce que c'est ce type d'activité-là qui est fait. Tellement que des fois, on ne sait pas si c'est la brise ou si c'est son autre enveloppe. Et ça n'a pas d'importance. Et le moins important, c'est que les clients nous servent. Merci de nous informer, de nous rappeler l'existence de cette enveloppe. Parfait. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mme Bertha? Non? Non, merci. Bon, ben, merci à vous deux. Bonne fin de journée. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci. Donc, nous allons passer au point suivant, qui est le point 5.2.1 avec M. Paul Chapdelaine comme invité. Donc, pour adoption, requête en circulation, analyse et recommandation du service des infrastructures urbaines pour l'arrondissement de Fleurimont. Oui, bonjour. Allô? Oui, alors on présente 4 requêtes en circulation. Il y en a 2 là-dedans qui avaient déjà été présentées, qui avaient été retirées. Donc, la première, qu'on appelle courbe de la rue Allard et de la rue des Platanes. Donc, la recommandation du service des infrastructures urbaines, c'est de tracer une avancée de trottoir pour canaliser le virage à droite de la rue Allard vers la rue des Platanes. Et également de tracer une ligne axiale pointillée afin de canaliser la circulation dans leurs voies respectives. On sait que le problème, là, ce qu'on demandait à l'origine, c'est un panneau d'arrêt. Et donc, selon les normes du ministère des Transports, on nous dit qu'on ne peut pas installer un panneau d'arrêt là tant que la rue Allard ne sera pas prolongée. Il n'y en aura jamais. Est-ce que la rue Allard sera prolongée? C'est la question à 100 000 $, mais je ne penserais pas. Mais écoutez, ça fait assez longtemps que je me bats dans ce dossier-là. Je vais accepter les recommandations du service, mais je souhaite juste qu'il n'arrive pas un accident. Et vous étiez présent à la conversation qu'on a eue, M. Chapdelaine, puis il n'y avait rien à entendre, il n'y avait rien à discuter. C'était ça, mais à un moment donné, la réalité est tout autre chose. Puis souhaitons-nous qu'il n'y ait pas d'accident. Quelqu'un d'averti en vaut 2. Oui. Merci, Paul. D'accord. Donc, pour la deuxième, sur la rue Normand, là, qui est la portion en haut de Normand, près de la rue Jetée. Donc, le service des infrastructures urbaines recommande de tracer une ligne axiale dans la courbe à proximité du 1960 de la rue Normand. Pour que les automobilistes restent dans leurs voies respectives. Et ce que je voulais dire en partant, c'est que dans chacune de ces recommandations-là, on va toujours insister sur la campagne de sensibilisation là, qui va être reprise en 2023. Donc ça, c'est très important pour continuer à sensibiliser les automobilistes et tenter de changer leur comportement. Mais ce n'est pas la bonne carte qu'il y a dans l'analyse et recommandations. Là. Parce que 1960, moi, j'en vois pas. Là. Je vois des 24-15, des 25-15, des... Oui, ça se peut que On n'est pas dans le bon coup. On est trop haut, là.
Parce que là, on parle de la rue Normand dans le coin du parc Béranlot, là. Où on Oui, est en plus- bas, oui, exact. En bas, là. En bas, avant de tourner pour arriver sur Galvin. Donc, c'est pas la bonne image. C'est pas la bonne image. Bon, j'espère encore là que les citoyens vont être contents. Ils avaient déposé une pétition, on demandait plein de trucs. Je sais que c'est pas à nous, c'est pas aux citoyens à dire au service, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Ça, je le comprends très bien. Mais bon, il y a un corridor scolaire, il y a des enfants, ça va vite. Il y a des camions. Les camions prennent un raccourci pour pas avoir à emprunter la rue King. Ouais. Encore là, je souhaite juste qu'il n'arrive pas d'accident. Oui, certainement que le SPS, service de police de la ville de Sherbrooke, a son mot à dire concernant la circulation de véhicules lourds, étant donné que c'est un secteur où on permet la livraison locale seulement. Oui, mais savez-vous ce qu'on me répond avec ça? On me dit qu'ils ne peuvent rien faire parce que ça fait partie des GPS maintenant. Hein? Je sais Ben, que je sais, M. Chapdelaine. Le règlement existe, peu importe le GPS, là. On m'a dit, on ne peut pas intervenir, c'est les GPS qui les envoient là, puis on n'a pas le contrôle sur les GPS. Bon. Ça aussi, je peux comprendre. Mais puis c'est plate parce que on ne suit pas le messager, là. Rien que le presser un peu. Mais bon, moi, ce que je veux m'assurer dans les requêtes, Mme Dauphinet, puis je pense que la question a déjà été posée, quand la réponse sort comme ça, les citoyens sont avertis, ils sont mis au courant de leur requête et tout. Donc, ça se peut qu'ils reviennent et qu'ils disent qu'ils ne sont pas contents. Oui, mais il faut laisser le temps au conseil municipal aussi de l'adopter, Oui. de cette requête-là. Donc, OK, merci, Paul. Ouais. Gentil. Ben, vous êtes gentil. vous aussi, madame. Et peut-être si vous avez des conversations justement avec les gens du service de police, peut-être de vérifier ça, là, que s'il y a de la surveillance là, pour la circulation locale seulement des camions. On dit souvent aux gens de ne pas se gêner de composer le numéro de téléphone de la police, justement. Ce qui, des fois, on dirait que les gens sont un peu gênés là, de faire ça, alors que c'est ce qu'ils doivent faire. OK. Donc, si les gens, vous voyez des camions circuler sur une rue locale, vous pouvez appeler la police pour demander qu'ils viennent faire des vérifications épisodiques. Exact. Parfait. Exact. Merci. Donc, dans le cas de la troisième, sur la rue des Diamants, on avait retiré le dernier comité plénier, mais qu'on remet aujourd'hui. Donc, ici, on recommande de poursuivre de refaire la campagne de sensibilisation de réduction de la vitesse à l'été 2023. Bon. C'est encore dans mon district, je suis chanceuse, je n'ai trois Oui. ce soir. Yahoo! C'est parce que c'est 45 km/h à partir du moment où on dit qu'il faut qu'il y ait des interventions ou whatever, on est à 43. Entre 45 et 55, oui. Donc, écoutez, c'est 2 km. Là. Oui. Je vais l'accepter comme ça pour le moment, du fait que si jamais je la retourne, je ne sais pas quand est-ce que ça va être retraité, mais c'est sûr que ça ne passera pas au niveau des citoyens. J'ai demandé au service de police de faire de la surveillance. Ils l'ont fait, mais à 9 h le matin, ça ne donne rien. C'est quand les gens partent pour le travail, c'est quand les gens reviennent. L'autobus, lui, il n'arrête même pas. Là, il passe tout droit à l'arrêt et tout ça. Donc, pour le moment, pour qu'il y ait tout au moins une campagne de sensibilisation qui soit faite, je vais l'accepter. On va l'envoyer au conseil municipal, mais c'est sûr et certain que ça ne fera pas l'affaire. Ouais, vous savez que dans l'analyse, lorsqu'on fait l'analyse des requêtes, on a une grille de pondération qui nous donne un pointage pour chacune des requêtes. Et un des critères qu'on considère, c'est est-ce qu'il y a déjà eu des gens qui se sont plaints de la situation. Donc ça modifie, ça change la pondération. Mm-hmm. Donc, je reviens encore à ce que je disais tantôt, il faut que les gens fassent des requêtes, il faut que les gens fassent des plaintes. C'est ça qui fait que ça va bouger à un moment donné. Merci. Et suivant. Je suis chanceuse, pas à moi la dernière. Concernant à l'intersection de la rue Taché et de la rue Desaulniers. Alors,
Dans ce cas-là, on recommande, le service des infrastructures urbaines recommande de tracer une avancée de trottoir et d'inscrire la modification de la géométrie de l'intersection au plan triennal d'immobilisation. Donc, la demande initiale, c'est d'installer un panneau d'arrêt. Alors, le SIU ne va pas jusque-là, puis là, ben, il justifie avec les normes du ministère des Transports que ce n'est pas justifié, mais quand même, il est conscient que la largeur de la rue fait en sorte que les gens circulent plus rapidement. Et donc, on l'inscrit au projet final d'immobilisation pour réduire cette largeur-là. Mais là, c'est pas dit que ça va être fait en 2023 ou oui, puisqu'il y a une recommandation. On veut l'inscrire au plan triennal d'immobilisation. OK. Ouais. Donc, je pense que oui, ça peut être une première avenue. On va voir si elle fonctionne. C'est qu'aussi, c'est que cette intersection-là mène à la forêt ancienne du parc Victoria. Puis, il y a l'école de Pédis Assomption qui amène des jeunes là. Fait que, eux, ils doivent traverser Taché, et c'est ça, là, les gens arrivent à toute vitesse, à vire large. Donc, on va le prendre comme une première façon d'intervenir. J'imagine que les profs ils ont des petits arrêts, j'imagine, avec eux, quand ils circulent avec les jeunes. Oui. Bon, donc, ça aide à avoir un petit peu plus de sécurité. Juste dans le dossier, là, je me demandais, il y a une mesure qui dit considérant que 85% des véhicules adoptent une vitesse mesurée inférieure à 60 km/h. Sur Taché. Oui. Ouais. Mais tu sais, la limite, c'est 50. Puis là, puis de la façon qu'ils mesurent ça, donc tout ce qui est en bas, c'est 85%. On peut-tu savoir c'est quoi le pourcentage d'auto qui roule à 60 km/h sur ce tronçon-là? 60 et plus, c'est pas indiqué dans le. On a des. Considérant que 74% des usagers, soit 694 sur 933, circulant en direction ouest dans la rue des Aulniers, donc ce n'est pas la rue Taché, ils font un virage à gauche à la rue Taché. Ouais. Donc, ces données-là ne sont pas disponibles, mais on peut faire la demande. C'est ça, mais moi, c'est plus les points D et E là, qui sont bizarres. 85% des gens circulent à moins de 60 km/h. Ce qu'on veut, c'est ceux qui circulent de 50 à 60. Je ne comprends pas pourquoi ils mettent tous les autres. Donc, ça me dit qu'il y a des gens qui circulent beaucoup plus vite. Oui, les études, c'est ce que ça dit, les études des gens circulent rapidement. Puis je dirais que c'est pire depuis que le phasage des feux de circulation à l'angle de Saint-Michel et de Terril a été modifié, qui fait que les gens, au lieu d'attendre le feu de circulation qui tourne au vert pour tourner de Terril sur Saint-Michel, il tourne avant. Il tourne avant. Oui. Parfait. Ben, en tout cas, merci. Je suis contente de savoir qu'il y a une première avenue qui est empruntée, puis on va voir à l'expérience qu'est-ce que ça donne. Oui. Donc, merci beaucoup. Donc, le point suivant, on a 3 invités. C'est contrat de performance en prévision du déneigement hivernal pour la saison 2022-2023. Donc, au Québec, on sait que l'hiver, c'est quelque chose d'important. Donc, on accueille Mme Nathalie Bourgeois, M. Francis Gagnon et Antoine S. Petit. C'est ça? Parfait. Donc, à vous la parole. Non. Parfait. Juste pour un tour. Je suis accompagnée d'Antoine S. Petit qui remplace Carlo pour quelques temps et Francis Gagnon, notre expert déneigement. Antoine, si peut-être. Exact. J'ai partagé la présentation là, que vous puissiez la voir. En fait, là, puis on l'a scindé en quelques points. En fait, premièrement, on va faire le bilan des travaux réalisés par la voirie pour l'été 2022. Ensuite, on va faire quelques rappels face à la politique de viabilité hivernale parce qu'on sait que c'est un besoin de se le rappeler. C'est notre livre qui nous dicte des règles du jeu, donc c'est important.
Puis ensuite, puisque votre arrondissement est principalement suivi par des contrats en sous-traitance, on a fait quelques rappels suite à ce qui est donné à contrat pour le déneigement, puis il y a évidemment une période de questions à la fin. Si jamais il y a des questions, je n'arrive pas à nous intéresser, il n'y a pas de problème. Donc, pour ce qui est des travaux réalisés par la Bourrier en 2022, c'est-à-dire, en fait, il y a la réflexion de la rue Allard qui a été faite entre Gabriel et les secrétaires au début de saison. Puis pour ce qui est des travaux majeurs, en fait, de notre côté, ça conclut. En fait, cette année, on a mis nos énergies ailleurs. Par contre, l'année prochaine, ça devrait être un portrait différent pour les travaux ciblés pour le pavage et pour les rechargements. C'est pour ça que je voulais quand même vous l'illustrer. Avant de passer au déneigement, je tiens juste à faire une précision que, évidemment, on a eu une enveloppe budgétaire pour la réfection du local. Évidemment, ces réfections-là, on ne les cible pas dans l'analyse qu'on vous présente, mais toutes les interventions qu'on fait dans les rues locales sont répertoriées. D'accord. Peut-être un rappel des grandes lignes de la politique d'habitabilité hivernale. La politique avait été établie en tenant compte des situations, des niveaux de service, des conditions de chaussée. Fait que si on prend les situations hivernales, on a des situations courantes 80% du temps. Situations difficiles, environ 20% du temps, où on dit que c'est le chute de neige entre 15 et 30 cm, et les situations extrêmes peu fréquentes, donc 30 cm et plus. Les niveaux de service ont été définis aussi pour les coûts, les N2, N1, N2, N3, donc les artères principales, les coûts collectifs et les coûts locaux. Et concernant les conditions de chaussée, on parle de dégagés, praticables, difficilement praticables et non praticables aussi. Puis dans la politique aussi, en fonction en fait, de limiter les impacts économiques et environnementaux, on a fait certaines actions, donc la réduction de l'usage des selles de voirie, la récupération, la valorisation des abrasifs, les tipières et la réduction des gaz à effet de serre par des soufflages endémiques. Je pense que c'est le tour. Si vous avez des questions sur la politique, l'année passée, on était venu, on avait présenté plus large, parce qu'il y avait des nouveaux élus. Si vous avez des questions, on est toujours disponible pour répondre. C'est pour ce qui s'est fait en 2022. Mais la politique est là. Elle est là, oui, je sais. Depuis 2010, en Okay. fait. Mais on nous avait parlé avec Carlo, je ne me souviens pas trop quand, là. Nous, on avait eu beaucoup de plaintes cet hiver versus sur les. Qui va passer? Ouais, sur les. Ouais, des voix portées, puis Carlo nous avait dit on va regarder, voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis. En fait, pour ce qui est du soulage en ligne, en fait, c'est une pratique qu'on avait débutée avec la mise en œuvre de la politique de viabilité hivernale en 2010. Pour plusieurs raisons connues et non connues, on a laissé cette pratique-là à un certain moment donné, puis on l'a ramené de l'avant de façon plus intense, disons, l'hiver dernier. Puis évidemment, quand on a remis ça en place, il y a eu plusieurs ratés de notre côté qu'on a corrigé, ce qui fait que dans les épisodes qui ont suivi dans l'événement, ce qui s'était produit au début, dans le premier phénomène, qui avait généré beaucoup de plaintes chez vous dans les arrondissements, et directement avec les élus, on l'a pris, on a corrigé le tir avec nos équipes, on a eu des rencontres avec nos employés, une façon de faire. Il y avait certains trucs qui s'étaient perdus. On l'a ramené, donc normalement, lors des prochains phénomènes, pour ce qui est de si jamais on en a à venir, ce que vous avez vécu ne devrait pas se répéter. En fait. Non? Non. Si ça se répète, on fait quoi? Vous nous appelez. OK, exemple, là, moi, il y a le citoyen en question très, très pointu, là. Lui, il avait une belle plate-bande, là. Il avait tout mis ça dessus. Là, cette année, il s'est posé 3 gros poteaux avec défense de souffler, là. Ça va être respecté? La défense de souffler, ça dépend de l'endroit. C'est sûr qu'il faudrait le regarder pour ces endroits spécifiques. Il y a des endroits où pour nous, on a la pleine marge de manœuvre pour le faire. Évidemment, on ne va pas souffler dans les aménagements paysagers des gens qui font des trucs. Puis aussi, quand on souffle sur les terrains de certains endroits qui sont, disons, plus sensibles, évidemment, on fait ces opérations-là quand c'est une neige dite fraîche, c'est-à-dire qu'il tombe de la neige puis on la ramasse tout de suite.
Donc, c'est pas, par exemple, sur une artère, que ça fait 2, 3, 4 tempêtes en ligne qui fait une accumulation qui nous permet de déclencher l'enlèvement, mais puis c'est des rues où il y a beaucoup d'abrasifs puis de fondant qui est mis, mais ça fait comme une neige plus souillée, puis ce qui fait une bonne croûte sur les terrains des gens, puis évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite. Là. Fait que c'est dans cette mesure-là où on a adapté notre pratique. Évidemment, c'est pas qu'on est exempt d'erreurs, c'est sûr que ça peut que ça réarrive. Mais dans ces cas spécifiques-là, on va corriger le tir, mais c'est que quand on l'a déployé l'année dernière, c'était généralisé. C'était pas juste Florimont, là, partout, il y a eu certaines ratés qui on se l'est avoué, puis on a fait des correctifs à l'intérieur de nos procédures aux employés qu'on a reformés, une nouvelle directive qu'on a donnée, fait que ça ne devrait pas se reproduire. OK. Parce que je peux comprendre que c'est un principe aussi d'économiser du temps versus, bon, en attendant les camions, ben, on. Ben, en fait, c'est pas tant d'économie de camions, de temps, c'est vraiment l'économie financière de ne pas prendre des camions additionnels, puis aussi des GES qu'on fait de moins, et aussi, c'est des mètres cubes de neige qu'on envoie au dépôt. L'année dernière, ce qu'on a déposé dans le rapport de l'agriculteur, ce matin d'ailleurs, c'est que c'est une économie de 60 000 mètres cubes de neige qu'on n'a pas envoyé dans les dépôts à neige. Puis une économie financière, je n'ai pas le chiffre exact, mais qui est de 168 réduction des gaz à effet de serre de 112 tonnes. Ah, OK. C'est vraiment le même équipement, c'est la même opération, c'est juste purement des camions de moins qu'on n'utilise pas. C'est vraiment. OK. Mais de savoir que vous avez été à l'écoute de ce qu'on a manifesté, puis que si jamais il y a un problème, on peut lever la main, c'est parfait. Merci beaucoup. Il ne faut pas attendre non plus. Des fois, on commence la première nuit. Il y a des ajustements aussi à faire des choix. Des fois, on sait quand c'est terminé. Dès la première nuit, si vous avez des citoyens qui vous appellent, vous dites, regarde, il souffle, c'est noir, c'est ce qu'on doit souffler, c'est pas correct, ben, on va corriger le tir immédiatement, dès qu'on va le savoir. Parfait. Comme Antoine a mentionné, ben, si c'est cumulé depuis longtemps, c'est sûr qu'on va le mettre dans les boîtes de camion. Quand on a une belle tempête, au 30 cm de neige fraîche. On n'en veut pas. Parfait, merci. On n'en veut pas. Non, on n'est pas élevé de ça. Encore quelqu'un qui sonne. C'est pas nous. Encore? T'as dit qu'il t'en manque, lui? Comme ça. Donc, ici, j'ai fait un petit tableau résumé, là, juste à titre de rappel, en fait, là, des 5 secteurs à contrat aux entrepreneurs et leurs responsabilités versus la nôtre dans ces secteurs-là. C'est quelque chose de précis à dire là-dessus. C'est la dernière année de contrat, c'est toujours pour Florimont 3, c'est toujours énergie. Florimont B, Gagnon et Frères. Florimont C, c'est encore énergie. C'est la dernière année de 5 ans. Donc, nous, on commence déjà, début janvier, on commence déjà à regarder comment on fait. Est-ce qu'on fait la même chose? Est-ce qu'on donne plus, on donne moins? C'est pour faire l'analyse de. Pour faire l'analyse de tout ça. Je pense jamais que c'est la dernière année de contrat. OK. Puis les entrepreneurs, dès le milieu septembre, ont été rencontrés, valider leur site, s'il y avait le matériau, le sel, le centre, le câble abrasif, puis toute la granularité des matériaux également, pour s'assurer que tout était conforme. La machinerie, elle a des endroits où on a pu valider de la machinerie. Donc, ils sont prêts. OK. C'est la dernière année de contrat. Si c'est comme un joueur professionnel, ben, on va être performant. Mais énergie, aucun problème. C'est l'autre. C'est sûr qu'on a mis en place depuis déjà quelques années le système de patrouille pour vraiment les suivre, puis vraiment faire des avis de défaut lorsque nécessaire, puis vraiment s'assurer que le niveau de service est partout égal, que ce soit autant nos opérations en régie que celles données à contrat, puis ça pour tous les contrats. Donc, nos équipes peuvent vraiment porter une attention particulière tant au niveau de service, donc le délai pour remettre la chaussée dans l'état dont elle doit être, mais aussi le type de matériel qui est utilisé, c'est-à-dire de ne pas mettre du sable à une place, des abrasifs à d'autres endroits. On est vraiment dans ce suivi-là, en fait. J'aurais Mme Letarc-Lavoie qui pose une question. Oui, bien, c'est ça, je voulais savoir, ces entrepreneurs-là, ils vont recevoir les consignes là, que vous utilisez, que quand c'est de la neige fraîche, ils vont souffler, mais quand c'est de la c'est pas eux qui font le soufflage de neige. Puis en fait, c'est d'ailleurs pour ceux qui spécifient dans le tableau, en fait, les entrepreneurs, eux, ne s'occupent pas de l'entretien des trottoirs.
ni de l'enlèvement. Le reste est sous leur responsabilité. Par contre, l'enlèvement de neige, c'est vraiment 100% les équipes de la ville qui font ces opérations-là. Donc, tout ce qui est soufflage en rive, soufflage dans les camions, c'est vraiment nos opérations à nous, c'est pas les entrepreneurs. Je voulais valider aussi là, que les rues scolaires puis les corridors scolaires, ils ne sont pas dans les rues prioritaires pour le déneigement, ils sont comme une priorité 2, c'est tout. La plupart sont en priorité 1. Je sais qu'il y a des écoles dans des rues qui sont locales, mais pour ce qui est des trottoirs, eux, corridors scolaires sont toujours en T1 qui est notre priorité 1. Est-ce que ça, comme dit, à un moment donné, oui, c'est priorité 1, puis après ça, on était revenu, puis on m'avait dit non, c'est priorité 2. Fait que là, je veux juste valider, c'est pas la règle. Puis moi, j'avais eu des problèmes au niveau plus de cœur maculé, mais est-ce que. Quand on regarde, on se fie à la politique de viabilité hivernale, les trottoirs, les artères, les corridors scolaires, c'est priorité 1. Quand il y a des corridors scolaires d'abord qui ne sont pas déneigés en priorité, on vous appelle. Exact, c'est là que le 5-8, les gens peuvent appeler pour que c'est pas déneigé, parce que dans la politique, les corridors scolaires peuvent être donnés pour 7h30 le matin. Évidemment, selon le type de précipitation, cette information-là peut changer. Ce n'est pas une valeur absolue. S'il tombe, exemple, une tempête de 30 cm ou un 6-7 cm à l'heure qui sont des situations extrêmes, bien évidemment, là, ces délais tombent. Donc, nécessairement, ça ne sera pas respecté. Mais c'est comme d'entrée de jeu, c'est normal qu'il ne soit pas respecté. C'est pour ça que, généralement, selon le type de précipitation, c'est là qu'on vient vous informer. Je sais que Carlo, par le passé, dépendamment des situations hivernales, je vous envoyais au début des correspondances pour vous dire voici le phénomène, voici ce qu'on a sur le chemin, voici le délai. D'ailleurs, on va continuer à faire cette correspondance-là, mais nécessairement, les niveaux 1 dans une situation courante qui ne nécessite pas des efforts intenses, normalement, à 7h30 le matin, doivent être donnés pour ce qui est des corridors scolaires et en fait, tous les trottoirs de niveau 1, si on veut. Mais pour l'enlèvement de la neige, pour les corridors scolaires, est-ce que c'est comme le déneigement sont en priorité 1? C'est ça que je pense, la question aussi. Si c'est spécifiquement pour l'enlèvement de neige, les corridors scolaires ne sont pas nécessairement ciblés pour la première nuit, là, si je peux dire de cette façon-là. L'enlèvement de neige se fait systématiquement à 99% là où il y a des trottoirs. On fait nos itinéraires d'enlèvement ne sont pas faits de la même façon qu'au niveau de service pour l'entretien, c'est-à-dire le grattage. Est-ce qu'il y a des trottoirs autour des écoles? Exact. Mais c'est qu'on peut évidemment pas toutes les faire en même temps, ce qui fait que selon la séquence qui est faite, il y a un premier puis un dernier. Généralement, les écoles se font, c'est une corrige-là, d'habitude, c'est dans la deuxième nuit maximum, parce que la première nuit correspond au mandat que vous nous avez donné en 2019 de faire l'enlèvement partiel du circuit de la 3 puis de la 8. Quand on a ce mandat-là, dès qu'il y a une accumulation de plus que 10 cm, on déclenche cet enlèvement partiel-là. Dès qu'on tombe à la fin, c'est l'enlèvement dit général, qui est là, c'est l'ensemble des trottoirs. Mais la première nuit, c'est nécessairement le trajet de la 3 puis de la 8. Donc, nécessairement, pour les écoles. La 3 puis 8, on parle de l'autobus. Oui. C'est pour ça qu'il y a exemple que le Macrilé ne fait pas partie de cet itinéraire-là, donc nécessairement tombe dans la nuit 2 ou suivante. C'est un peu dans cette façon-là que c'est fait. Madame Bellerose? Je n'avais pas compris ça tantôt que les corridors 3 et 8 avaient comme deux séances sur les corridors scolaires. Exact. Moi, je voulais revenir sur le soufflage en rive. Je me demandais si les citoyens avaient été informés de façon de préserver leur environnement paysager, tout ça, puis que si on communiquait aussi les résultats, parce que la politique, elle veut être porteur de résultats en communication, parce que les citoyens, ils ont ces chiffres-là, puis ces méthodes de préservation. C'est quelque chose qui est fait à tout le monde. À ma connaissance, il n'y a rien qui est fait pour informer les citoyens des chiffres, du bilan, de l'économie que ça génère, et des façons de protéger ça. Mais je ne sais pas s'il y a quelque chose qui pourrait être fait.
déjà prévu. Si on dépose le rapport est déposé dans le bien public, on a passé la commission ce matin, fait que c'est une bonne question. En fait, la question, c'est plus quand il y a un changement de modification administrative, est-ce que nécessairement une communication qui est faite, par exemple, si tu lâches un entrée, en fait, oui, ce changement-là est arrivé en 2010. C'est pour ça que de façon contemporaine, je ne pense pas qu'il y ait une communication ciblée, puisque ce n'est pas un changement. C'est juste que vu que c'est une pratique qui varie dans le temps selon le type de précipitation et d'opération qu'on a, ben, ça s'est un peu fait moins, mais ça n'a jamais arrêté d'être fait. Ce n'est pas une nouvelle pratique, c'est pas quelque chose qui est nouvelle. C'est nouveau à chaque année, c'est les conditions météorologiques qu'on a. Exact. Si on regarde l'année passée, depuis qu'on met plus d'abrasif, je me dis, en fait, à chaque année, on vit une nouvelle expérience, il y a des gros impacts sur notre terrain, beaucoup d'aménagements, peu importe. En fait, il y a quelque chose là, je pense. C'est sûr qu'on dépose le bilan du vivre avec l'hiver à chaque année dans le but de communiquer les résultats de l'année précédente. Mais... Et peut-être aussi pour le stage, il y avait quelque chose à faire avec le service des communications pour communication Facebook pour expliquer un peu plus. Ça fait qu'on va prendre en compte ce bout-là. Parfait. Oui. Ça continue pour nous, fait que si vous n'avez pas d'autres questions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Moi, j'en ai quelques-unes. Non, pas ça. L'an passé, là, on avait parlé des trottoirs sur la rue Saint-Michel et Assomption. C'est deux endroits. Bon, je commence par Saint-Michel. Là, il y a quand même des enfants du primaire qui marchent Saint-Michel, qui s'en vont sur Papineau pour aller rejoindre l'école des Avenues. Et il y a un parent qui nous avait interpellés parce qu'il y a 5, 6, 7 enfants qui doivent traverser. Donc, quand ils sont sur Papineau, au lieu de tourner tout de suite sur Saint-Michel, ils sont obligés de traverser parce que c'est l'autre trottoir qui est déneigé. Et quand ils arrivent en face de leur maison, il faut qu'ils traversent en plein milieu de la rue sans aucune protection. Puis, il y a plusieurs enfants là, qui habitent sur la rue. Et monsieur qui était venu nous présenter ça avait dit, ben, on va le regarder. Peut-être que pour cette rue-là, on pourrait ouvrir les 2 trottoirs. Et un petit peu la même chose sur la rue Assomption, parce que la problématique sur la rue Assomption, ce sont des enfants qui attendent l'autobus du côté non déblayé des trottoirs. OK? Donc, il y a des motons de neige, là, puis il y a des entrepôts, puis ils attendent à travers tout ça. Est-ce qu'il y a eu une décision de prise? Est-ce qu'on va avoir les 2 trottoirs de déneiger cette année ou ce sera encore la même chose que par les années passées? Là, je vous dirais que moi, je n'ai pas eu de directive à ça, parce qu'on ne fasse pas comme les années passées, c'est pour l'opération de fermeture de trottoir. C'est sûr qu'on peut l'analyser parce que malheureusement, je n'ai pas trouvé du besoin et je n'ai pas eu la réponse sinon, mais c'est sûr que les tronçons ciblés pour être fermés, l'analyse avait été faite en 2010 pour venir identifier chacun des secteurs. Puis, tu sais, même, on en a parlé ce matin à la commission, mais tu sais, il y a même certains citoyens qui ont été rencontrés pour se faire expliquer le pourquoi. Puis bon, tous ces tronçons-là, bien évidemment, ne sont pas prévus à déneiger, donc nécessairement le budget, etc., ça ne peut pas être ajouté, mais il y a clairement, si la situation change, on peut clairement regarder pour voir ce qui est possible d'être fait. Donc, je vous le demande. Je l'avais demandé l'année passée, là, je le redemande. C'est le trottoir sur Assomption, à quelle hauteur? Assomption, elle est quand même, elle part de Papineau, puis elle se rend jusqu'à, je dirais jusqu'à Lemaire, mettons. C'est plus là où il y a beaucoup de circulation. Puis Saint-Michel, ben, c'était à peu près, je dirais, les enfants, là, il y en a qui restent un petit peu partout le long de la rue, mais c'est toujours à partir de Papineau. Parce que ce sont des enfants du primaire qui fréquentent l'école des amis. C'est ça, là, on parle d'enfants, quand même de jeunes enfants. L'autre chose, juste un petit rappel, l'année passée, c'était la première fois le trottoir sur la rue Juillet, qui est une P1. Donc, il y a beaucoup d'autos qui circulent là parce qu'on sait que quand on monte de Saint-François à Chicoine, la pente est assez accentuée. Donc, les gens vont souvent monter par la P1. Fait qu'il y a bien
du va-et-vient. Et l'an dernier, le trottoir, il avait été oublié d'être ouvert, alors que toutes les autres années, il l'était. Fait que je comprends que ça avait été un oubli. Donc, peut-être juste le rappeler cette année pour pas que ce soit juillet entre Kennedy et Chicoine. Si je regarde ici, il est en rouge, donc il fait partie de la fermeture des trottoirs. Il y en a juste un sur la rue. Il y en a un, je vois que le corridor scolaire il passe sur Kennedy Nord. Oui, en Il n'y a bas. pas de corridor scolaire sur Juillet. Il y a Paul-Émile Borduas, le trottoir, lui, est ouvert. Et les Juillet fait partie des trottoirs qui sont fermés. Ah oui, pourquoi l'an passé, ils ne m'ont pas dit ça? Ben, C'est une excellente question. c'est une bonne question. C'est pas prévu. Donc, il y a des rues où il y a juste un trottoir qu'on les fait. Exact. C'est parce que probablement que quand l'analyse avait été faite, le débit journalier ne justifiait pas l'ouverture de ce trottoir-là versus la façon que le secteur était desservi, comme Francis dit, les corridors scolaires, etc., qui sont dans d'autres rues qu'on priorise de trouver. Ça semble vraiment une exception parce que partout ailleurs, il y a deux trottoirs. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, s'il y avait eu 2 trottoirs, je le comprendrais qu'on le ferme. Là, parce que, comme je dis, c'est une rue où il y a beaucoup de va-et-vient puisque c'est la seule P1. Fait que quand c'est glacé, si tu veux monter à Chicoine, tu passes par Juillet, là, parce que sinon, tu n'es pas sûr que tu vas te rendre. Puis, rappelez-moi donc, entre Juillet et Émile Borduas, là, il y a-t-il une rue d'écart ou non? Non. Ok. C'est ça. OK. Fait que là, vous me dites que c'est pas prévu que ce soit ouvert, là, ça. C'est là, on est fermé. Et de faire la fermeture de trottoir, là, ça nous prend une bonne tempête. Là. Tant aussi longtemps que, ben, on n'a pas partout, mais tant qu'on a juste des petites précipitations, on ne peut pas le faire. À partir du moment où est-ce qu'on est prêt à faire un enlèvement général, donc 20-25 cm c'est limite, là, on a assez de neige pour pouvoir, on l'enterre, pour que ce soit vraiment flagrant là, que le citoyen qui arrive, OK, là, il est fermé. Là. Parce que si on arrête de l'entretenir à partir des premières précipitations, le monde va quand même passer dessus, ça va se piloter. Là, on a des redoux et de la pluie, ça va glacer, il va devenir non sécuritaire. Donc, on attend toujours de le faire. Tu sais, des fois qu'on se rend là au mois de février avant qu'on l'enterre. Mais c'est pour ça que moi, à partir du moment où vous l'avez enterré, j'ai eu des plaintes de citoyens. Des gens ne comprenaient pas pourquoi le trottoir était plus ouvert. Puis là, comme il y en avait juste un, moi, je disais, ben il y en a juste un, j'ai appelé, puis on m'a dit c'est une erreur, on va la corriger. Mais ça n'a jamais été corrigé. Fait que peut-être la personne, entre-temps, s'est aperçue que c'était un trottoir fermé, mais elle ne m'a pas contacté. Fait que, donc, je pense que ça va être fermé. Puis si les citoyens ne sont pas contents, ils peuvent faire des plaintes, puis ça fait changer des choses peut-être avec Là, on va l'analyser, on va regarder. OK. Donc, je saurais quoi leur dire. Et j'avais, dernière chose, l'an passé, aussi, on avait eu des demandes pour déneiger le petit tronçon de piste cyclable qui part de Chicoine, puis qui monte au parc Victoria, puis qui est asphalté. Il est rentré, il est ici dans les circuits cette année. Super, d'accord. La seule chose parce que c'est une demande que M. Jocelyn Tremblay a faite aussi, a fait parvenir, la seule chose, j'ai mis en garde, j'ai dit, il y a une bonne pente quand même quand tu arrives sur Chicoine, il y a quand même une bonne pente. Oui. Puis c'est à long. Donc, des fois, quand il va y avoir des redoux, si la neige du boisé, puisque le boisé va retenir la neige plus longtemps, si la tombe, on a peur des fois que ça fasse de la glace. C'est pas impossible qu'à un moment donné, qu'on mette des pancartes, là, il est fermé, puis qu'il est non sécuritaire. OK, fait qu'on l'essaye, puis on va voir. On peut le traiter, mais pour faire fondre la glace, si c'est bâti une couche de glace, là, ça prend beaucoup de sel. Ou qu'on est dans le bois. Puis on est dans le bois. OK. Il est prévu dans nos circuits cette année d'être fait. OK, fait qu'on l'essaye, parfait, Ouais, merci. J'ai vu au Marais qu'il y a comme une affaire rouge en métal qui a été déposée. C'est quelque chose pour ouvrir le sentier, non? Le sentier, moi, l'affaire rouge, je ne l'ai pas vu. Mais je l'ai photographié. OK, c'est correct, mais oui, le sentier Marais, il doit être déneigé. OK, parce qu'il n'était pas déneigé les autres années. Depuis l'année passée, oui. On L'année l'avait passée? mis dans le projet pilote des déneigements des sentiers hivernaux. OK. Là. Fait qu'en technique de damage, par contre. Là. Fait que OK. oui, ça va être fait aussi cette année. OK. Puis c'est la même chose pour dans la forêt ancienne au parc Victoria, parce que j'ai vu le même bidule rouge. Oui, c'est en fait. OK. Bien, merci beaucoup. Ça fait le tour pour moi. Oui. J'aurais peut-être une petite observation.
Vous savez que la rue King-Est s'est fait refaire une beauté. On a ajouté un trottoir. Alors, il y a eu une première tempête de neige. Le trottoir n'a pas été déneigé. Mais j'ai communiqué avec M. Mercier, puis il m'a dit que ce serait ajouté. C'est eu l'information. Parfait. C'est juste que peut-être, je ne sais pas, tu sais, C'est qu'en fait, la mise à jour se fait, mais vu que les travaux se sont terminés très près du moment où il y a eu la tempête, on n'a pas eu cette information-là. OK. Puis en fait, c'est que nous, à chaque année, avec les autres services qui font des travaux, je pense principalement aussi qui font des travaux, dont la King-Est, ils nous communiquent vraiment les détails de tous les ajouts qu'il y a. Mais entre le moment où on reçoit cette info-là et on met à jour nos cas, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un délai. Okay. Et donc, dans ce cas précis-là, c'est l'ajout. Il y avait, je pense que jusqu'à la rue Jetée, il y avait eu un là, c'était correct, oui. Mais de jeter jusqu'à des rocheuses, exact. Il y a un nouveau trottoir. Mais là, il n'était pas déneigé. Non, mais ils ont déneigé la piste cyclable de l'autre bord de la rue. C'est correct, vous pouvez le faire. Ça ne me dérange pas parce qu'il sert de trottoir aussi. Fait que le gars, la personne qui fait la chenillette peut le faire. Mais il faut juste faire attention qu'il y a une partie du trottoir devant l'ancienne serre et pépinière Saint-Élie, pas Saint-Élie, Gagnon, que le trottoir n'est pas fait parce que le monsieur y construit, là. Donc, le service a dit, ben, on ne fera pas le trottoir parce qu'il va tout nous le maganer. Donc, c'est en terre. Fait qu'il faudrait peut-être avertir l'opérateur qui va être là. Lui, il va dire, voyons, ça va jamais m'amener, j'imagine, là, quand tu vas mettre sa gratte. Là. Mais il faut qu'il continue parce que le trottoir est plus haut encore, jusqu'à des rocheuses. On va faire attention avec ces fonctions-là. Parce que oui, celui-là, il était manquant sur mon camp. Ouais. Pas de souci. Mais il s'est fait ajouter. L'important, c'est qu'on s'ajuste puis que ça soit fait. Exact. Merci. Mais c'est important quand vous voyez des situations où ça devait être fait puis que ce n'est pas fait, de nous le dire pour qu'on puisse corriger. Parfait. Pas de problème. D'autres questions? Ben, merci beaucoup à vous trois. On va vous souhaiter une belle saison. Merci. Puis, vous avez manqué un très beau coucher de soleil. Il était beau, là. On l'a vu brièvement. Oh, mais il était beau, là. C'était magnifique. Oui. Oui. Mais bonne fin de journée à vous tous et encore merci. Merci. Merci.